Merci beaucoup. Et je pense que le propos me permettra de revenir au fur et à mesure sur certains des points que vous avez abordés, parce que les exemples vont venir d'eux-mêmes, plutôt que de les reprendre un à un. Et je vais partir de ce fameux livret. Juste avec un préalable, la loi de 1880 qui établit les aumôneries et montre que l'armée et le côté militaire a un temps d'avance, souvent, sur beaucoup de questions. Et bien sur le livret aussi, et c'est pour ça que je suis heureux qu'au sein de notre université 133, nous abordions cette question de la laïcité militaire, parce qu'elle va nous servir d'exemple, et vous allez voir qu'au cours de notre propos, il y a des idées fortes, très fortes, qui vont se dégager, qui vont permettre aussi aux uns et aux autres de comprendre la beauté de nos armées grâce à la laïcité et la manière dont elle est exercée. Ça répond à une de vos questions sur l'existence d'une laïcité militaire. Et je vais partir de ce livret qui, avec l'aumônerie, fait aujourd'hui est la deuxième jambe, le deuxième pilier de cette laïcité au sein de nos armées. On en est à la deuxième version, deuxième, à la première réédition, donc la deuxième version de ce document, donc, qui a été présenté par Florence Parly, notre ministre aux Armées, en décembre, pour l'anniversaire, le 9 décembre 1919, pour le 114e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Et cette deuxième édition s'adresse aux écoles de formation et aux centres de recrutement de nos armées. Et c'est bien que nous ayons eu une jeune doctorante et membre de l'IHEDN, parce qu'à la fois ça la concerne, parce qu'à la fois elle planche sur les aumôneries, et parce que l'armée est par essence un métier de jeunes personnes. Et que ce livret est remis dans sa deuxième version dans les centres de formation, dans les lieux de recrutement, à la destination des jeunes qui se présentent, qui auraient la volonté de s'engager et qui s'interrogent sur la possibilité de concilier leurs croyances religieuses avec le métier militaire. Et ce livret a pour but d'être une réponse. Et vous allez le voir, ce livret qui s'appelle Expliquer la laïcité française, une méthodologie par l'exemple de la laïcité militaire, va d'abord faire une définition de la laïcité, une définition en posant un principe juridique, qui est l'article 1er de la Constitution, mais aussi en expliquant assez finement que c'est une culture politique et la différenciation de l'approche entre une laïcité telle qu'elle est vécue par les USA, par exemple, ou par nous. Là, je fais une parenthèse par rapport à vos dossiers généraux de l'Université 133 et du volet européen et extra-européen, parce que cette question de la laïcité, nous allons le voir, elle est aussi une question du regard que les autres pays ont sur la France à cause de son approche de la laïcité. Ce livret va faire une différenciation justement alors, entre les différents régimes de laïcité, les alliances, les séparations, les partenariats. Et là aussi, d'un point de vue international, ça sera très intéressant de regarder ces différenciations parce que nous pouvons constater que ceux qui appliquent la séparation, comme les USA ou comme nous, ont une tendance à glisser vers des formes de partenariat, mais qu'un autre régime qui pratique la séparation, comme la Turquie, lui a tendance à glisser vers l'alliance avec une religion. Ce livret expose la différenciation et explique la différenciation des espaces, l'espace public, l'espace institutionnel, l'espace privé. Il va expliquer l'encadrement de la protection de la liberté religieuse et il va expliquer l'aumônerie militaire. Et il va même donner une chronologie de la conquête de la liberté de conscience pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin et leur offrir des pistes dans la réflexion. Mais c'est donc un document bien fait, complet, qui est mis à la disposition de ceux qui vont s'interroger sur la chose militaire, qui vont vouloir rentrer dans la chose militaire, et qui va même faire remonter l'origine de la laïcité, non pas
comme aboutissement du siècle des Lumières, mais même à la fin du XVIe siècle, où lorsque la France était déchirée par des combats fratricides, il y avait des protestants et des catholiques qui combattaient côte à côte dans les armées du roi, parce qu'un objectif politique était partagé et que cet objectif politique partagé permettait de surmonter les divisions religieuses. Ça, c'est le premier message très fort que je souhaite faire passer. Un objectif politique partagé permet de surmonter les divisions religieuses. Dans le monde que nous connaissons, où certains instrumentalisent des religions comme des vecteurs, de nouveaux vecteurs politiques, je trouve ce concept très intéressant. Et dans ce cadre-là, l'État fait en sorte que dans son institution, il soit impartial et que cette pratique de la laïcité s'accompagne de règles et d'exigences qui sont fortes. Ces règles sont d'autant plus solides qu'elles sont partagées par tous. Elles sont d'autant plus partagées qu'elles sont incontestables. Et ce qui est incontestable dans l'armée, c'est la mission. La mission prime. Et cette mission, c'est la valeur cardinale de nos armées. Et chacun sait que la clé de la réussite de la mission, c'est la cohésion. Là, c'est un autre message fort que je souhaite surligner aujourd'hui. Mes camarades du groupe Modem le savent sans arrêt au sein du groupe. Moi, je joue toujours cette carte militaire, cette approche militaire en parlant de la cohésion et en rappelant à chacun que les soldats savent que dans une guerre, il ne peut y avoir de victoire individuelle. Les seuls aboutissements sont collectifs. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, et le groupe Modem l'a très bien compris, mais dans la majorité d'une manière générale, c'est que nous devons être cohérents et que seule cette cohésion nous permettra une victoire, donc d'imposer des idées, de faire des réformes, comme vous le disiez. Donc, ce livret sur la laïcité est un point extrêmement fort et qui correspond à une réalité. Dans l'armée, la laïcité s'exprime à travers un vivre ensemble qui est concret. La fraternité d'armes, les valeurs de tolérance mutuelle, le respect, même le respect dans la religion ou dans les croyances d'un belligérant. Lorsque survient la mort, lorsque un belligérant doit enterrer ses morts, le guerrier respecte la relation avec la mort de son adversaire, de son ennemi, entre guillemets. Et vous le voyez aussi dans les missions récentes qui ont été confiées à nos armées, et là je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, la présence de centristes au ministère des Armées, à mon avis, sera de plus en plus nécessaire, parce qu'on voit bien que dans les missions récentes, dans la mission Sentinelle, on a confié la surveillance d'édifices religieux, d'écoles confessionnelles. Dans des combats récents, comme Sangaris en Centrafrique, nous sommes allés nous interposer entre la population catholique et la population musulmane qui était en train de s'entretuer. Et nos missions sont des missions qui viennent s'interposer dans une exploitation faite par certains de la religion pour essayer de lutter contre la liberté de croyance et de religion et ce respect par les autres. Donc nos missions même, aujourd'hui, incarnent cette laïcité. Et on est là dans un autre enseignement extrêmement fort, c'est un des ciments de notre société, où déjà nos unités, et regardez nos unités de combat, de projection, nos forces spéciales, sont un modèle du genre d'intégration, de mixité sociale, mixité d'origine, mixité de religion. Et parce que ce livret et l'aumônerie et d'autres avancées que l'armée a faites avant tout le monde garantissent cette liberté de conscience et
cette liberté de croyance religieuse. Elle incarne une forme de neutralité, on a tous le même uniforme, on va retirer les patronymes dans certains théâtres d'opération parce que cela peut générer une tension. Moi, je me souviens avoir été dans le sud du Kosovo, à Pest et Dashni, qui sont des monastères de l'orthodoxie et au lieu de l'orthodoxie, et où sont ordonnés d'ailleurs les popes, et où les militaires qui étaient là, alors c'était gardé par des Italiens, mais ceux qui nous ont accompagnés, de confessions différentes, avaient des patronymes bidonnés, comme on fait, de manière à ce que ceux qui sont les belligérants potentiels ne fassent pas d'interprétation. Donc on a une neutralité affichée. Mais les soldats, les guerriers, sont plus que qu'autres, je pense, confrontés à la mort et donc aux interrogations et aux quêtes engendrées par celle-ci. C'est la mort vue, c'est la mort infligée ou c'est la mort reçue. Il est donc indispensable pour une armée d'accepter les croyances religieuses de ses soldats et de les organiser, d'en garantir la liberté ou certaines pratiques sans nuire à la mission, puisque nous l'avons vu, cette mission, cet intérêt politique général partagé par tous, fait que l'on va pouvoir se battre côte à côte. Ce livret, je vais essayer de ne pas être trop long, mais aborde justement la définition de la laïcité par les 9 questions les plus récurrentes qui reviennent et auxquelles il a été choisi d'y répondre plutôt que de se lancer dans des définitions. Et je vais vous les donner. La première question, c'est: la laïcité française est-elle hostile aux religions? Et la réponse est non. Toutes les religions sont licites sur le territoire tant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'ordre public et respectent les lois de la République. La deuxième question: la laïcité française est-elle l'expression d'une indifférence absolue de l'État vis-à-vis du religieux? La réponse est à nouveau non, mais là on sent le tropisme dont vous parliez tout à l'heure, professeur, de nos camarades du monde entier qui nous regardent et qui essayent de comprendre ou qui jugent un peu notre façon d'aborder la laïcité. La laïcité, c'est la troisième question française, interdit-elle d'exprimer son identité religieuse dans l'espace public? La réponse est non. Et là, le livret offre des explications à celui qui le lira, notamment sur la question de l'espace public, de la voie publique, des espaces institutionnels publics et des lieux privés, de manière à ce que chacun puisse comprendre là où il peut le faire, là où il ne pourra pas le faire, ce qu'il pourra faire en tant que citoyen et libre de croire, ou en tant qu'agent et contraint à une forme de neutralité. Et je fais la parenthèse, vous en avez parlé tout à l'heure, la distinction avec ces lieux institutionnels fermés, où l'État doit quand même garantir cette liberté de croyance et de religion, en organisant des aumôneries, les prisons, les lycées, les internats du moins, les casernes ou même les hôpitaux. Donc ce livret est très complet et va très loin et est un bel exemple, peut-être dont il faudra qu'on se nourrisse au regard du reste de la société. La quatrième question qui est abordée, c'est la question de savoir si les Français sont majoritairement athées ou non. C'est intéressant, puisqu'on découvre dans ce livret que seulement un quart de la population est véritablement athée, qu'une autre partie de la population qui n'a pas de croyance ou l'expression d'une croyance religieuse n'est pas hostile à être associée à une croyance religieuse. Donc, c'est une approche qui est très intéressante. La cinquième question: la République française reconnaît-elle les religions ou des religions? La réponse est non. Mais ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette définition par une culture politique de la laïcité, où non, on ne reconnaît pas des religions parce qu'il ne saurait être question d'accorder des droits particuliers à telle ou telle religion, eu égard à une reconnaissance, comme on reconnaîtra
des entités, que ce soit des États ou des individus, des personnalités juridiques publiques, morales, privées, etc. Et là encore, on va assez loin dans les définitions et on se retrouve dans cette phrase de Victor Hugo, hein, l'État est libre chez lui et la religion est libre chez elle. Donc on fait cette distinction. Sixième question, la laïcité est-elle une exception française? Non, parce que c'est un idéal qui est partagé dans les démocraties libérales, mais pas que. Je ne sais pas où est-ce qu'aujourd'hui je vais situer notre partenaire otanien et voisin de l'OTAN, qu'est la Turquie, mais la Turquie aussi pratique une forme de laïcité, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, on sent un glissement de son régime de séparation vers un régime d'alliance. La septième question, y a-t-il une singularité de laïcité française? Et là, il y est répondu oui, pour la première fois dans ce livret, sur la manière d'affirmer comment dirais-je, notre laïcité. Et c'est une façon c'est là aussi le regard extérieur, les questions qui nous sont posées et qui ont poussé la ministre de la Défense la ministre des Armées, pardon, à revoir ce deuxième livret à cause ou pour répondre au regard que les autres ont de la France, puisqu'il s'agit pour nous d'éviter une intrusion du religieux dans les affaires de l'État, alors que dans ce livret, il y aura une comparaison avec le mécanisme ou la philosophie américaine qui, elle, est l'inverse, c'est-à-dire empêcher l'intrusion de l'État dans la liberté des individus. Huitième question, cette laïcité est-elle traduisible dans d'autres langues? C'est très intéressant. Alors, ils ont pioché dans différents termes anglais, allemand, espagnol, pour essayer de savoir si on arrivait dans les autres langues à la traduire de la même manière. D'où le fait que ce livret va très loin et permet à chacun d'explorer vraiment la complexité de la laïcité et même d'en redécouvrir certains fondements par l'étymologie. Et enfin, la neuvième question, peut-on parler d'une laïcité militaire? Oui, c'est ce que je vous disais, dans la mesure où nous avons des hommes et des femmes qui sont confrontés à la mort au plus près et qui vont devoir avoir un espace intime d'interrogation avec cette question de la mort en liaison avec leurs valeurs religieuses et on va devoir pouvoir leur garantir. Et c'est là où l'armée va organiser l'aumônerie. Les aumôneries militaires françaises donc existent depuis 1880 et sont des aumôneries extrêmement fournies et extrêmement diverses. Nous avons le culte catholique, protestant, israélite, musulmans et orthodoxes qui sont représentés. Nous avons à l'heure actuelle en équivalent de temps plein, au moment où le livret était présenté en décembre, on était de l'ordre de 360, quelque chose comme ça, équivalent temps plein. Comme c'est précisé d'ailleurs dans le propos introductif, je crois. Nous avons, je donne un exemple, des aumôniers musulmans en plus grand nombre chez nous que tous les aumôniers musulmans réunis de nos alliés de l'OTAN. D'où le fait que la France veut accueillir chacun dans son armée, quelle que soit sa croyance, lui permettre de la travailler, de l'exercer, d'avoir un aumônier avec qui échanger sur ses valeurs, sur les fondements, sur son engagement. Il est à noter aussi que ces aumôniers sont les aumôniers de tous les soldats. C'était d'ailleurs le propos qui était attribuable à une aumônier femme musulmane qui avait exprimé le fait qu'elle n'était pas l'aumônier des militaires musulmans, mais qu'elle était l'aumônier musulman de tous les militaires. Et cette phrase est reprise et symbolique, parce que celui qui va être aumônier va être ouvert à tous ceux qui ont une croyance pour les aider, les épauler, parler, les orienter, les guider. Un moment où c'est important parce que pour tous ceux qui ont vécu de près
cette proximité de la mort, cette violence extrême qu'est la guerre, que ce soit les unités de combat, mais que ce soit ceux qui leur apportent du soutien, ou que ce soit nos auxiliaires de santé ou les personnels de santé qui ont un rapport avec la mort plus fréquent, mais là, avec les causes de la mort un peu différentes, on sait que cette nécessité de parler est très forte. Donc voilà. Donc on va avoir, et je vais en laisser plus pour qu'on en débatte sur cette question de fond, hein, que sont les aumôniers, la manière dont ils exercent, le fait qu'ils puissent exercer et bénéficier de lieux confidentiels, que ce soit même dans les unités embarquées, hein, dans nos bâtiments de la marine, on a un espace où l'aumônier va pouvoir recevoir et parler. Et c'est ce qui va permettre à cette cohésion au sein de l'armée, cette force, et permettre à ceux qui vont livrer un combat en vue de reprendre une position ou de défendre des populations, d'avoir la certitude qu'il appartient à une armée qui est projetée ou déployée pour préserver ces grands principes, dont celui de la liberté de croyance ou non et de pratique de sa religion. D'où la beauté de cette laïcité militaire, et il est intéressant que nous, dans nos travaux, nous nous y penchions, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est présente en permanence dès l'arrivée de quelqu'un dans l'armée. Imaginons un parti politique, puisque nous sommes dans le débat d'un parti politique, qui au moment de l'accueil de ses adhérents remette un livret à ses adhérents pour dire voilà, nous avons un objectif de société commun, vivre ensemble, un objectif de nation, mais nous allons respecter les croyances de chacun, croyances ou non croyances de chacun. Et cette ancienneté de la laïcité au sein de nos armées s'est illustrée à travers beaucoup d'exemples que nous allons certainement découvrir à travers les questions, mais comme des questions qui reviennent récurrentes dans nos institutions, par exemple les cantines scolaires, de pouvoir manger du porc ou non, ou de pouvoir avoir un menu cachère. Ça existe dans nos armées depuis 1992. Hein. C'est une circulaire de Pierre Jox qui avait réglé le problème. Donc la réalité, c'est que quand j'entends le débat aujourd'hui dans notre société ou dans nos cantines, je leur dis, les gars, à l'armée, on a réglé ça depuis longtemps, très longtemps. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire en termes introductifs sur cette question de laïcité, qui est vraiment une colonne vertébrale de notre armée, de notre engagement, et dont nous pourrions tout à fait nous inspirer dans notre vie de tous les jours, dans ce vivre ensemble de notre société.